Eh bien, bienvenue au refuge du Phénix. Vous voyez, nous ne reculons devant rien. Désormais, nous avons des effets spéciaux. Alors cette fois-ci, nous ne sommes pas sur la magnifique terrasse du refuge du Phénix, comme dans les dernières vidéos, mais je vous rappelle que nous sommes pas loin de Noël, que la température extérieure étant ce qu'elle est, d'ailleurs vous verrez sur les images de tournage, il y a pas mal de blanc, on a préféré le coin du feu. Donc c'est la vidéo de la balade française au coin du feu. Alors c'est une vidéo qu'on prépare depuis longtemps avec Johan, depuis près de 2 ans en fait. Alors pourquoi près de 2 ans? Parce qu'il n'a pas fallu 2 ans pour tourner, mais parce que c'est une vidéo qui va parler de 2 voitures, en fait d'une voiture et de ses 2 déclinaisons, et on verra si c'est 2 déclinaisons ou 2 voitures très différentes. La Yaris GR, donc qui est une voiture, je vais pas dire déjà mythique, mais qui est une voiture qui commence à être extrêmement intéressante. Alors particulièrement intéressante et quasi mythique, parce qu'aujourd'hui on n'en fait plus des comme ça. À une époque, il y en avait pléthore. Par exemple, nous avions les Subaru, les Mitsubishi, les Delta Integral, les Escort Cosworth, les Nissan, la Mazda GTR 323. Bref, à la grande époque du rallye, les constructeurs étaient obligés de vendre, et même si on remonte avant d'ailleurs, l'Audi Quattro Sport, la 205 Turbo 16, la Delta S4. Bref, les constructeurs, à l'époque, étaient obligés d'avoir une base d'homologation pour les voitures de course. C'était le cas pour les groupes B, les fameuses séries 200, même Citroën avait fait la BX4 TC. C'était le cas pour les groupes A, alors avec une série, je crois, de mémoire de 5000 voitures ou de 2000 voitures, donc ce qui nous a valu justement les Delta Integral, les Escort Cosworth, les fameuses que j'évoquais juste avant, Nissan ou Mazda. Et puis ensuite, nous avons eu la chance d'avoir les Subaru, les Mitsubishi. D'ailleurs, moi j'ai eu 3 Subaru, 2 Impreza GT et une WRX STI 12. Et puis les Mitsubishi avec toutes leurs déclinaisons, notamment celles qui sont arrivées en France de façon homologuée, l'Evo 8, l'Evo 9. J'ai eu d'ailleurs 2 Evo 8, une Evo 9. Et puis, plus rien, puisqu'il a été possible pour les constructeurs d'avoir une voiture de course sur la base d'une voiture de série, mais qui n'était pas forcément une 4 roues motrices. Donc on a perdu ces fameuses groupes de route. À l'époque, par exemple, le magazine Échappement titrait souvent des essais les groupes de route. On retrouvait les Toyota Celica, Delta Integral, Escort Cosworth. Et c'était des essais absolument mythiques. Et c'est donc ce qui explique que cette Yaris GR, quand elle est sortie, ça a été une révolution, faisons attention aux mots, mais quand même une vraie nouveauté, parce que c'était la première vraie base d'homologation d'une voiture de course qui sortait dans une petite voiture avec 4 roues motrices, et donc la presse mondiale l'a salué, en a parlé, et évidemment, en tant que passionné de rallye, quand cette voiture est sortie, il y a eu énormément de buzz médiatique derrière, et tout le monde s'y intéressait, moi le premier. Et je me souviens qu'on se demandait si elle allait arriver en France. Elle est arrivée en France. Toyota, à l'époque, avait lancé une sorte de campagne de souscription sur le site internet de Toyota. Et donc, moi, j'avais souscrit. Il fallait payer 1 000 € pour la réserver, 1 000 € qui seraient déduits de la commande. Et puis, quand on a vu les premières photos de la Toyota, effectivement, c'est une petite voiture. Et je me suis vraiment posé la question... qu'est-ce que je vais en faire? Bon, c'est une 2 places, 2+2, mais j'ai hésité et j'ai eu un petit moment d'hésitation et j'ai annulé ma commande. Et donc, j'ai pas reçu les premières Toyota, les GR. Le temps a passé. Pas trop non plus. Je me suis dit, je suis peut-être con. Des voitures comme ça, on n'en fera plus. Quand on aime le rallye, qu'on voit les voitures qui courent, c'est quand même pouvoir se dire qu'on roule dans une voiture. C'est pas la même, mais c'est la base, donc ça fait vraiment rêver. Donc je suis allé voir mon concessionnaire Toyota Jeanlin Automobile à Pizançon. Et là, j'ai demandé si on pouvait encore en commander. Oui, on pouvait en commander. Et à l'époque, on avait 2 choix, la Premium et la Track. La Track qui avait les différentiels pilotés. Et donc j'ai choisi, évidemment, la Track. Et là, la longue attente a commencé, de mémoire un peu plus d'1 an. Et puis, cette voiture est arrivée. Et à l'époque, elle était dans un package qui était assez acceptable financièrement, puisque les malus, de mémoire, le malus était autour de 9 000 €. Donc ça faisait une voiture, je me souviens, 49 500 €, malus, carte grise inclus, c'est-à-dire 50 000 € c'est une somme, mais base d'homologation, 4 roues motrices, moteur 3 cylindres turbo, 260 chevaux, moteur 1,6 litre, mais 3 cylindres 1,6 litre, ça fait presque un 4 cylindres de 2 litres, si on fait les rapports, et puis avec une transmission sophistiquée, des trains roulants très développés, des très bons freins, une boîte mécanique, et puis fabriquée dans une usine dédiée GR par Toyota, avec des ouvriers qui étaient vraiment sélectionnés, donc vraiment des gars qui étaient au top chez Toyota pour monter la voiture pas à la main, mais avec quand même un certain nombre d'opérations manuelles. Donc c'était un ensemble qui vendait vraiment du rêve. Et cette voiture, quand elle est arrivée en concession, que j'ai pu la recevoir, effectivement, le look... il était connu, il me plaisait beaucoup. Et la conduite, j'allais découvrir la conduite. Alors, il y a 1000 km de rodage, donc 1000 km de patience. Et très vite, on se rend compte que le moteur, il est très très vaillant, ce 1,6 litre turbo. Malgré les 3 cylindres, c'est un moteur qui avait beaucoup de couple, 36 mètres kg de couple, pour 261 chevaux. Donc, une voiture pas trop lourde, moins de 1300 kg de mémoire, 1280, je crois, 1260 kg. Donc, une voiture qui était assez agile sur la route. Rodage est passé. Et là, je me souviens encore, j'ai terminé le rodage dans le Vercors. Et là, je me suis lâché assez vite, passé 1000 km.
km. Et c'est là que sont arrivées les premières surprises. Donc pas de surprise au niveau du moteur, pas de surprise au niveau des freins, ça freine extrêmement bien, le moteur est vraiment vaillant. Par contre, première surprise au niveau du comportement routier. Quand la voiture était poussée dans ses retranchements, c'est une voiture qui était extrêmement sauvage, je parle sur route, voire extrêmement vive de l'arrière. Et il m'est arrivé, je me souviens, dans les gorges de la Bourne, en descendant de chez mon ami Toto, un soir dans un long gauche qui se referme. Bon, évidemment, je suis rentré comme un con, hein, donc c'est un peu ma faute. Mais là, j'ai perdu l'arrière de la voiture et je l'ai vraiment vu dans le rail. Donc, je me suis dit que j'allais la plier et puis le saint patron des bolideurs était là et la voiture ne s'est pas pliée, elle est revenue dans le droit chemin et moi aussi. Et puis plusieurs fois, elle m'échappait, donc je me suis dit c'est quand même particulier, donc je suis allé voir le chief instructor de l'EDG Racing, Xavier Ducastel, et on s'est penché sur le sujet. Effectivement, le diagnostic était que c'est une super base, il n'y a pas photo, mais vraiment, et je fais la différence entre ce qui peut être un essai sur circuit, on y reviendra sur les essais circuits, et un essai routier dans la durée, avec du temps, en exploitant la voiture. C'est vraiment différent. Je pense que sur circuit, cette voiture, elle permet pas de se rendre compte de ces éléments-là qu'on a diagnostiqués, et en particulier, le rebond extrêmement vif, donc la détente extrêmement vive à l'arrière. C'est-à-dire que quand la voiture, elle rentre en compression, elle se fait bien, mais la détente est extrêmement vive, ce qui fait qu'elle peut vous emmener l'arrière, et ce qui explique qu'on peut souvent perdre l'arrière, en particulier en sortant d'une compression dans un virage. Et je me souviens que Yann Le Jossec, dans ses essais, disait que c'était une voiture pour laquelle il fallait rester réveillé, et avec des réflexes très rapides, parce que comme elle a un comportement court, quand elle décroche, quand elle part, c'est quasi trop tard pour la rattraper, sauf si on est un vrai pilote avec beaucoup de talent, c'est pas mon cas, donc ça veut dire que c'était trop tard. Et c'était à un tel point que cette voiture, quand je rentrais dans les virages, pour la placer, je devais charger l'avant, la mettre sur les freins, et vous trouverez d'ailleurs sur le site de l'EDG Racing, dans la partie essais, les essais écrits, donc 3 essais écrits de ma première Yaris GR, les premières découvertes avec la déception du comportement, un travail de fond, j'ai essayé d'adapter mon pilotage, les conseils de Xavier Ducastel, les réflexions avec la team technique de l'EDG Racing, et puis le dernier article où là on a apporté la solution et où on s'est dit qu'il fallait descendre un peu la voiture et mieux gérer la détente. Et donc là on a fait le choix d'un kit amortisseur, d'un kit Öhlins, et qui venait conclure une petite phase de transformation de la voiture, alors très légère, puisque cette Yaris GR phase 1, elle avait quelques défauts qui étaient très connus, d'ailleurs à tel point qu'ils étaient connus qu'il y avait les pièces pour les gérer. Premièrement, la visibilité. On avait un rétroviseur central qui descendait très bas, une tablette, une sorte d'iPad au milieu du tableau de bord qui montait très haut, ce qui fait qu'entre le sommet de la tablette et le bas du rétroviseur, on n'y voyait plus grand-chose. Ajouté au fait que les sièges avant passagers et conducteurs avaient une assise assez haute, très vite, des préparateurs ont proposé une pièce pour remonter le rétroviseur de quasi 2 cm et des nouveaux rails pour descendre les sièges de 3 cm. Donc c'est une des premières choses que j'ai faites, descendre les 2 sièges, remontrer le rétroviseur pour gagner un petit peu de visibilité. Et puis ensuite, des durées d'aviation, un bon liquide de frein, pas de problème sur les freins, mais bon, ça mange pas de pain d'avoir un liquide haute température. Et je dois reconnaître que même si les freins étaient très très bons, les durites donnent tout de suite une meilleure sensation. Et puis donc pour conclure, on a mis les Öhlins. Öhlins réglables avec une molette. Et donc, comme les Öhlins sont à la fois réglables en compression détente, en vrai, il n'y a qu'une molette, on joue surtout sur la détente et la hauteur de caisse, on a fait ce qu'on sentait, on a descendu la voiture d'1 centimètre, et puis on a pas mal travaillé justement sur les réglages et sur les clics, jusqu'à trouver un compromis parfait qu'on a validé dans pas mal d'essais, dans le Vercors et en Ardèche. Et là, ça y est, la voiture, avec une géométrie, on n'a pas beaucoup de capacité à régler la géométrie sur cette voiture, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais on s'est assuré qu'elle avait les bonnes géométries constructeurs et on a un petit peu travaillé dessus. Et là, on a retrouvé une voiture qui était plaisante à conduire, qui était plus du tout scabreuse et piégeuse, un peu ferme, mais qui quand même permettait enfin d'attaquer et d'oublier dans les conduites de virage les petits éléments scabreux, parce que la voiture pouvait avoir des comportements un peu différents. Et c'était gênant parce que quand on rentrait très vite dans une courbe, qu'on plaçait la voiture, s'il y avait quelque chose de pas prévu au milieu, un trou, une plaque glissante, ça pouvait être compliqué de la corriger au volant. Surtout, ça pouvait être compliqué de lever un peu le pied pour faire perdre un peu de vitesse. La voiture était quand même pas facile à conduire, mais c'était quand même une très très bonne voiture que j'aimais beaucoup. Et j'étais en train de me questionner si je la gardais longtemps, je la gardais pas longtemps. On allait voir. Et puis alors là, à la surprise générale, Toyota annonce la sortie d'une phase 2 de la Yaris GR, d'une évolution. Et donc quand ils annoncent ça, on se dit une évolution, qu'est-ce que ça peut être? Et alors là, vraiment, ce qui a été, le choc, c'est un bien grand mot, mais vraiment la grande surprise pour moi, c'est que ce qu'ils ont annoncé, c'était vraiment des évolutions qui étaient un peu ce dont on aurait pu rêver pour la phase 1. C'est-à-dire un moteur avec plus de chevaux. Alors malheureusement en Europe, avec les caractéristiques de dépollution, on n'a pas la même puissance que ce que le moteur a aux États-Unis ou au Japon. C'est le moteur 300 chevaux de la Corolla GR, ramené à 280 en Europe, mais déjà on gagnait 20 chevaux par rapport à la phase 1. Et puis surtout, une série de modifications très proches de ce qu'on avait pu faire. Des sièges rabaissés, donc des sièges plus bas, un tableau de bord complètement différent avec la tablette qui remonte pas haut, et un rétroviseur remonté. Donc plus de problème de visibilité avant, plus de problème de position de conduite, mais le gros venait
de plusieurs choses. Donc le moteur, avec, même si on avait moins de chevaux que sur la version japonaise, on avait plus de chevaux que sur la phase 1, du couple, et ça on va y revenir, 3 mètres kg de plus, on passe à 39 mètres kg au lieu de 36. Une boîte de vitesse ou manuelle ou automatique, boîte automatique 8 rapports, avec les 6 premiers rapports vraiment super bien étagés et courts, parfaits pour les petites routes. Une 7e un peu plus longue et une 8e vraiment longue, mais qui est parfaite pour l'autoroute. Et puis alors, le morceau de bravoure, les trains roulants, donc une caisse complètement rigidifiée, entre les points de soudure et les points de colle, donc une caisse beaucoup plus rigide, des points d'ancrage de suspension retravaillés, et puis une dureté d'amortisseur et de ressort plus ferme, complètement retravaillée. Donc on pouvait se demander si la voiture, à la lecture des caractéristiques, elle allait être plus rigide, plus ferme. En tous les cas, ça donnait vraiment envie d'essayer cette voiture, de voir cette voiture. Et puis la question se posait, le prix et le malus. Donc bref, inutile de vous dire que j'étais assez excité par l'auto, que je me demandais ce que j'allais faire. Et Toyota, grand spécialiste du buzz, diffusait quelques informations, quelques pistes, mais assez peu de détails sur le prix. Est-ce qu'elle allait être livrée en France? Quel allait être le malus? Le malus maximum à l'époque était monté à 60 000 €, donc on n'était pas loin du hold-up. Donc on se posait vraiment beaucoup de questions sur la voiture, et puis les premiers essais sont arrivés. Alors des essais très organisés par le constructeur, avec assez peu de retours, pas d'essais en français très vite, mais on commençait à sentir que la voiture, elle semblait enthousiasmer les essayeurs. Et puis la grande question, c'était, comme je le disais juste avant, c'était le prix. Là, le concessionnaire savait pas dire le prix. Toyota relance une campagne de souscription. 1 000 €, on s'engage. 1 000 €, là pour le coup, j'y suis allé et j'ai pas annulé. Et puis il y a eu des tas de rumeurs, on allait pouvoir l'avoir à telle date, non, ça serait plus tard, etc., etc. Puis finalement, les prix sont sortis. Et là, la grande nouvelle, c'est qu'il y avait pour plus cher de malus que de voiture. Donc tous ceux qui allaient acheter cette voiture achetaient essentiellement un malus. Et pour les récompenser d'avoir payé ce malus de 60 000 €, eh bien l'État leur offre la voiture. Non, je plaisante, mais en gros, je crois que c'est la seule voiture qui existe. Et là, Toyota a quand même eu le courage de la commercialiser en France, parce qu'elle était pas condamnée, mais elle était quand même sacrément impactée par le prix du malus. C'est une voiture, 60 000 € de malus, sur la version boîte auto, 55 000 € à peu près de prix de voiture, donc c'est complètement délirant. On y reviendra, je vous dirai ce que j'en pense à la fin, si ça valait vraiment tout ça. Enfin bref, je passe commande. Donc dans les options, il n'y avait pas de pack premium, pas de pack track. On a une voiture qui est en fait la version track, avec en option soit des jantes normales, soit les jantes forgées, les fameuses jantes qui valent un bras. Je vous rappelle que chez Toyota, elles doivent valoir 3 000 à 4 000 € pièce. Donc les 4 jantes, c'est le PIB du Luxembourg. Ensuite, un intérieur, soit avec les ceintures rouges sur piqûre rouge, soit des ceintures gris-blanc et sur piqûre blanc, et un pack techno que j'ai pas pris, donc moi j'ai pris les ceintures rouges, les jantes forgées et les couleurs, donc moi je l'ai reprise exactement blanc nacré, comme elle était. Et en plus de toutes les modifications mécaniques et techniques et on va dire d'intérieur de la voiture, il y en a quelques-unes qui sont notables, et ce qui est vraiment sidérant, c'est le travail considérable qu'a fait Toyota sur cette voiture. Et en une expérience tirée de la course, notamment, on peut courir dans certains pays avec la GR Yaris quasi de série, l'équivalent presque d'un groupe N. Et par exemple, le pare-choc avant, Toyota l'a fait en 3 parties, parce que quand on accroche ou quand on tape, c'était plus simple de changer une partie du pare-choc plutôt que tout le pare-choc. Donc il y a plein de modifications. Je vous engage à relire les essais en son plein. Je vous engage vraiment à relire tous les essais, toute la liste des modifications. Le moteur, le bloc moteur est forgé pour supporter la nouvelle température, la nouvelle pression de turbo, 1,8 bar au lieu de 1,6 bar. Certains disent qu'il va beaucoup mieux encaisser les préparations. Mais donc, je dirais, la liste est vraiment stupéfiante. Et l'écart de prix entre la phase 1 et la phase 2, hors malus, il n'est pas déconnant pour le coup. Si la phase 2, je crois que devait être de mémoire dans les 40 000 € la track, et dans les 55 000 € hors malus, la nouvelle, ça fait 15 000 € d'écart. Quand on voit tout ce qui a changé, c'est pas trop déconnant. Et dernière modification, j'en parlais tout à l'heure sans trop m'étendre, la planche de bord complètement différente. Au-delà de la visibilité, alors certains vont le regretter, certains l'ont trouvé moche, mais un tableau de bord complètement digital, tourné vers le conducteur, moi je le trouve top. Il me fait vraiment penser au dashboard des voitures de course, donc qui est full électronique maintenant, et qui permet d'avoir vraiment toutes les informations super utiles, puisqu'on peut avoir pression de turbo, température d'eau, température d'huile, pression d'huile, température de transmission, le rapport engagé, les tours et la vitesse. Franchement, que demander de plus? Et puis, un petit équipement intérieur avec le GPS, la sono, le CarPlay, enfin 2-3 bricoles qui m'excitent pas plus que ça, mais qui sont quand même bien pratiques. Donc ça donnait quoi? Ça donnait rebelote pour 1000 bandes de rodage, et très très vite pendant le rodage, je me rends compte, mais dès passer les 300 km, en tirant pas dessus, d'abord que la voiture est extrêmement confortable, pas du tout cassante,
que sur les bosses, il n'y a pas de choc, elle absorbe vraiment extrêmement bien les bosses, qu'elle est relativement souple, donc je me demandais ce que ça allait donner en mode attaque, et que le moteur, même en rodage, il semblait vraiment être vaillant, démarrer beaucoup plus bas, puis il semblait avoir plus de coffre, donc je me disais ça promet, et puis très vite, que la boîte de vitesse, alors elle a deux visages cette boîte de vitesse, selon comment on l'utilise, si on se met en full auto, c'est une boîte de vitesse qui est pas géniale en full auto, elle passe ses rapports, elle patine un peu, si on se met en mode manuel, c'est une boîte de vitesse qui, tant à la montée des rapports qu'à la descente, est extrêmement rapide. Vraiment très satisfaisante. Donc ça promettait, mais ça posait pas mal de questions. Passer les 1000 km, me voilà reparti sur mes routes habituelles du Vercors. Et là, la révélation. Franchement, une caisse extraordinaire, j'y reviendrai dans ma conclusion, mais vraiment sensationnelle. Un moteur super vaillant. Alors, il n'y a pas besoin de tirer, je crois, les 7000 tours autorisés. 6000, 6005, c'est suffisant, c'est très coupleux. Une boîte de vitesse aux 6 premiers rapports, super bien étagée. En tous les cas, pour les petites routes, c'est parfait. Et alors, la vraie révélation, c'est le comportement routier. On avait une voiture avant, je l'ai suffisamment dit, qui était délicate, parfois piégeuse. Là, on a une voiture qui se comporte exactement comme une voiture de sport doit se comporter. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, on peut rentrer extrêmement fort dans le virage, on peut corriger, alors évidemment, elle peut glisser, mais elle glisse pas de façon scabreuse, on peut la placer au frein, et là, elle se positionne extrêmement bien. Elle n'est pas du tout, aucun piège, et puis elle a un vertical qui est sensationnel, mais une capacité d'absorption, y compris des grosses cassures sur une route très bosselée, à grande vitesse, elle absorbe parfaitement. Vous verrez dans la vidéo le travail des suspensions qui est absolument dingue. Elle est confortable et sportive, c'est vraiment un compromis extrêmement étonnant. Et un moteur, mais qui engage. Ça n'a rien à voir, je disais dans l'introduction, c'est la même voiture avec deux phases. Est-ce que c'est deux voitures différentes ? C'est quand même deux voitures, je trouve, extrêmement différentes. Le look a très légèrement évolué, d'ailleurs je trouve la phase 2 assez jolie. Il n'y a plus les entrées bouillards, il y a une phase avant extrêmement ajourée. On a même d'ailleurs techniquement au niveau de la mécanique, comme on avait sur les Mitsubishi et sur certaines Subaru, la vaporisation d'eau sur l'échangeur, s'il fait très chaud l'été justement pour refroidir l'échangeur. Donc on sent que là, vraiment la première était très bien, mais les ingénieurs Toyota, se basant sur l'expérience de la course, et franchement l'expérience de la course est une expérience unique, ont vraiment fait évoluer la voiture dans tous les détails. Visibilité, assise, fiabilité, efficacité des suspensions, efficacité des freins. Et donc aujourd'hui, c'est une auto qui est vraiment jouissive. Et je pense que les essais qui sont faits de ces voitures sont compliqués, parce que ce sont des essais qui sont beaucoup faits sur circuit. Ce sont des essais qui se font, effectivement, on ne peut pas jeter la pierre à des essayeurs qui vont avoir la voiture quelques heures, 1 à 2 jours. Et là, nous, ce qu'on vous raconte, sur la phase 1, c'est 15 000 km d'essai. Sur la phase 2, c'est pas loin de 2000 km d'essai. C'est une voiture que le constructeur nous a pas prêtée. C'est une voiture qui est à moi, que j'ai achetée, que j'ai payée. Donc, et on n'est d'ailleurs pas payé par le constructeur non plus. Donc, on peut vraiment vous dire ce qu'on en pense. Si c'était de la merde, on vous dirait poliment que c'était de la merde. Non, c'est vraiment une voiture fantastique et on a pu vraiment l'essayer sous toutes les configurations, l'autoroute, les petites routes, du gras mouillé, du très glissant, même parfois, du sec, de l'humide. Honnêtement, c'est une voiture qui me marque énormément. On arrive à faire des choses absolument géniales et elle répond au doigt et à l'œil à ce que doit être le pilotage. On rentre extrêmement vite si elle est bien placée. On va jouer sur les transferts de charge, on va relâcher un peu l'accélérateur, du coup ça va faire glisser un peu la voiture, on va réaccélérer. Et là, j'ai vu des remarques de gens qui disent « Oui, la voiture est figée, elle est peut-être moins agile. » Mais venez sur certaines routes qui tournent beaucoup, une voiture très agile, où il faut être très talentueux, où on ne sait pas de quoi on parle. Parce qu'à un moment, perdre beaucoup une voiture quand on va vite sur une route qui tourne beaucoup en montagne, c'est quand même très sensible. Donc il vaut mieux une voiture qui soit posée et qui réagisse à la commande qu'une voiture scabreuse qu'on risque de perdre. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Honnêtement, pour l'instant, aucune surprise. Même un virage qui se referme. Si on sait conduire, on arrive à gérer parfaitement cette voiture. Elle en donne, en sensation, en plaisir de conduite, elle est vraiment extraordinaire. Alors vous allez me dire, extraordinaire, il n'est peut-être pas payé par le constructeur, mais peut-être il s'enflamme. En même temps, il a payé 115 000 € sa bagnole. Ça va peut-être lui faire mal de nous dire, elle est pourrie. Donc une auto
formidable, mais a-t-elle des défauts? Comme je disais, pour 115 000 €, ça va me faire mal de vous dire qu'elle a des défauts. En fait, elle en a quasiment pas, mais il y a un truc horripilant, un truc un petit peu chiant, et puis deux trucs qu'il va falloir assumer. Le truc horripilant, c'est la procédure de démarrage. Avec tout le bordel qu'il y a à couper pour pouvoir rouler décemment, pour la démarrer, si on veut bolider, il faut un certain temps. Voilà, donc déjà, là, elle démarre. Alors, chose très étonnante, il n'y a pas de start and stop. Donc vous allez voir, pour tout déconnecter, c'est un métier. On se met sur paramètres, on attend, voilà. Voilà. Ensuite, 3 choses à déconnecter. Le correcteur de ligne blanche qui fait vibrer le volant. Alors, c'est bien pratique hein, quand on roule la nuit sur l'autoroute. Donc ça, on le déconnecte. Donc il faut rentrer dans le menu, puis en sortir. Ensuite, le freinage d'urgence. Donc, hop, voilà, il demande si on veut être sûr. Oui, je suis sûr, je ne veux pas de freinage d'urgence. Il faut ressortir. Ensuite, l'obligation européenne qui fait bip bip dès qu'on dépasse les limitations de vitesse. En ville, c'est un cauchemar quand on passe de 30 à 50, en zone périurbaine à 70. On le déconnecte. Donc là, on a déconnecté tous les trucs qui font chier pour rouler normalement. C'est pas fini. Après, ça va plus vite. Mettre le mode que l'on veut. En l'occurrence, nous bolidons le mode sport. Ensuite, qu'est-ce qu'on va régler au niveau des modes? On y reviendra. Normal, track et gravel. Les routes sont glissantes. On met gravel. Ensuite, là, c'est plus rapide. Choisir le bon affichage. Et là, on note qu'on a un super affichage avec tous les voyants. Et enfin, on déconnecte les aides. On peut presque y aller. Voilà. Donc, c'est vraiment assez long, en fait. Il y en a pour, j'arrive pas à le faire en moins de, 30-40 secondes, il faudrait chronométrer. C'est vraiment chiant, ce qui fait que quand je vais bolider, que j'ai coupé tous les trucs qu'il faut couper, bah je n'arrête plus mon moteur, plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, c'est trop chiant à chaque fois. Non, je décode, mais ça, c'est super chiant. Rentrer dans des menus, on aurait pu avoir des touches d'accès direct. Là, il faut vraiment rentrer dans des menus. Ensuite, la deuxième chose un petit peu pénible, c'est un micro-détail, mais c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour poser son téléphone. Enfin, il y a un vide-poche pour poser son téléphone, mais il se balade dedans, donc clac, clac, clac. Donc ça peut être un peu chiant, on peut se dire il a qu'à le laisser dans sa poche hein, plutôt que de nous faire chier avec ça. Non, j'ai mis un petit bloc de mousse dans le vide-poche et j'insère le téléphone entre le bloc de mousse et ça. C'est ce que j'ai trouvé. Et ensuite, 2 autres trucs qu'il va falloir assumer, je disais. Un, c'est la conso. Donc on a un petit réservoir, c'est pas tellement qu'elle consomme. Si elle consomme sur la route, je crois que je suis entre 13 et 15 litres en usage normal. En bolidage, on est entre 16 et 20 litres, peut-être même plus en gros bolidage. Par contre, plus embêtant que la conso, je pense que les pneus et les freins, déjà sur la phase 1, j'avais changé mes disques avant à 10 000 km, les plaquettes avant à 6-7 000 km, et les pneus, c'était tous les 3 000 km. Là, vu la performance de la voiture, je pense que rebelote les disques avant, on va se les coller à 10 000. Les plaquettes, selon l'usage, elles feront entre 5 et 7 000 km avant, et peut-être 10 000 à l'arrière. Bon, vu le matos, j'ai pas les prix exacts, mais les disques avant doivent tourner autour de 1000 balles. Les plaquettes avant, ça doit tourner autour de 200-300 balles. Et puis les pneus, si je fais 3000 l'été avec les pneus, c'est le bout du monde. Alors, bonne nouvelle, c'est du 225/40 par 18, donc c'est pas des pneus de 22 pouces qui coûtent une fortune. On doit tourner dans les 600 €, quelque chose comme ça, en Michelin PS4S, les 4 pneus. Mais donc, c'est une voiture qui boit de l'essence, qui mange des pneus et qui boulotte des disques et des plaquettes de frein. En même temps, quand on voit les cadences qu'on arrive à tenir avec cette auto, et on sent vraiment que tout travaille. Les suspensions, les pneus, ça prend extrêmement cher. C'est une voiture qui a des moments, tellement il y a de l'adhérence, qu'on peut rentrer tellement fort, qu'on est sur la limite des pneus, et ils travaillent vraiment en latéral, et ils prennent vraiment, vraiment cher. Donc ça, on verra cet été. Pour l'instant, c'est l'hiver. Mais même là, on arrive à 2000 km, dont il y a eu 1000 km de rodage, 1000 km de roulage vraiment intensif. On voit que les pneus, au niveau des épaulements, ils ont l'air bien, bien fatigués. Donc 1000 km de plus, c'est le grand, grand maximum. Donc une fois qu'on a dit ça, pas trop de défauts. Certains mettent le bruit en défaut, disent effectivement, c'est pas une voiture sonore. Dedans, le bruit, il est sportif, mais il est pas dingue. Et dehors, ça fait pas trop de bruit. Bon, alors, est-ce qu'il faut mettre un pot ou pas un pot? Moi, je ne suis pas du tout pour toucher cette voiture. D'abord parce qu'il y a une garantie 10 ans Toyota et que c'est bien pratique. Ensuite, c'est aussi un atout, pas faire de bruit.
C'est un atout parce que quand on bolide, on dérange personne, on ne nous entend pas à 10 km. C'est pas comme avec la GT3, on peut nous entendre extrêmement loin. Donc un vrai atout. Après, il y a une question qui se pose, la revente. 115 000 balles, est-ce que ça vaudra plus ou moins? Non, il ne faut pas rêver, enfin peut-être dans 50 000 ans, quand les archéologues trouveront au fond de la pyramide de Ramsès II une Yaris GR 2024, ça vaudra très cher, on l'exposera au Louvre. Mais il ne faut pas rêver, non. Personne ne la revendra plus cher que ce qu'il a acheté, comme ça a pu être le cas pour ma phase 1, qui a été revendue plus cher que ce que je l'ai acheté. Ça va décoter forcément beaucoup, donc si c'est pour un placement, il ne faut pas rêver. Ce qu'il faut se dire, c'est que des bagnoles comme ça, il n'y en aura plus ou il n'y en aura plus en France avec le malus. Donc si on pouvait se l'acheter, il ne fallait pas hésiter du tout. Est-ce que ça vaut 115 000 euros? Ben non, ça ne vaut pas 115 000 euros. Non, à 115 000 euros, on a une 997 GT3 phase 2. On a largement de quoi se payer une 997 GT3 phase 1 et une super bagnole à côté. Donc c'est compliqué de dire que ça vaut ça. C'est une bagnole qui, honnêtement, elle vaudrait 60 à 70 000. Ça les vaut. Donc est-ce que c'était surpayé? C'est comme tout, c'est une question relative. J'ai la chance de pouvoir la payer, donc je l'ai achetée. Elle me donne un plaisir qui me donne absolument aucun regret. Elle est en train de devenir, dans toutes les voitures que j'ai eues dans mon garage actuel, une des voitures que je préfère. Restons calmes, elle n'est peut-être pas dans mon top 3, mais je pense qu'elle est pas loin du top 5 et peut-être dans le top 10. Est-ce que je vais la garder? J'en sais rien. Est-ce que je vais la garder un certain temps? C'est certain. C'est certain parce qu'il n'y a vraiment aucun équivalent de vraiment se concentrer à la fois d'une auto un peu exclusive, même si je m'en fous un petit peu de l'exclusivité, mais surtout de cet esprit rallye dont je suis très friand. On est vraiment, on regarde la voiture de Ogier, on se dit que c'est la voiture qui sert de base à ça, même si c'est une base éloignée. Quand on regarde tout ce que Toyota a mis dedans comme intelligence dans cette phase 2 et qu'on est passionné de mécanique et de technique, j'aime bien son look. Et puis le plaisir qu'elle donne, vraiment, c'est une auto qui se pilote vraiment sur les petites routes. Et là, j'aimerais juste faire un commentaire. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol, et je comprends qu'on ne puisse pas faire autrement, mais des essais de bagnole sur circuit, des essais de routière sur circuit, ok, ça permet de pousser les voitures à la limite, mais les bagnoles de route, c'est pas fait pour le circuit. Donc ça peut pousser beaucoup de choses à la limite, mais on ne peut pas se rendre compte vraiment de ce que donne une voiture. Et je pense, il y a toute une polémique sur les performances de la Yaris GR sur circuit. Certains disent la phase 2, qui a fait des pas très bons chronos dans la seule qui a été essayée. Est-ce que celle qui a été essayée a un problème mécanique et que Toyota France l'a pas réglé? Est-ce que vraiment elle est moins performante? Honnêtement, sur route, moi j'ai eu une phase 1 pendant 15 000 km. Là, ça fait pas loin de 2000 km que je roule avec une phase 2. Mais il y a un monde entre les deux en performance. Le moteur de la phase 2, il tracte bien plus. La boîte auto avec son étagement, elle est extrêmement performante. Et le châssis permet d'aller à une vitesse. Donc, il y a des années-lumière entre les deux en performance. Sur circuit, de toutes les manières, je pense que c'est pas une auto géniale, trop souple, et effectivement, peut-être que la phase 1, plus rigide avec sa détente très brutale derrière, permet de gagner un peu de côté ludique en circuit, mais quand je vois que la phase 2, quand même, elle s'est glissée, elle s'est bougée, et en même temps, comme elle est sûre et qu'elle se pilote comme une voiture de rallye, sur route, elle va beaucoup plus vite que la phase 1. Donc une auto qui me marque énormément, qui vaut pas ses 115 000 euros, que je vais sûrement garder, et franchement, c'est une auto qui fait plaisir quand on va dans son garage, que je la regarde. Alors, comparé à quoi, on n'est pas très loin par-dessus du prix d'une Alpine. C'est deux autos géniales. Et en fait, ça me fait souvent penser, l'Alpine est une auto esprit rallye, surtout celle que j'ai fait évoluer, que vous pouvez retrouver dans les vidéos de la balade française, qui est géniale sur petite route. Alors sur le gras mouillé, la Yaris est beaucoup plus à l'aise. C'est deux autos géniales. Est-ce que je choisirais l'Alpine ou la Yaris ? C'est une grande question. S'il n'y a que le choix de une, je pense que je prendrais l'Alpine, même si l'hiver, la Yaris en 4 pneus neige est beaucoup plus agréable. Pouvoir avoir les deux, c'est une chance inouïe de pouvoir se payer les deux. Donc c'est deux autos extraordinaires, et moi j'aime bien les autos esprit rallye, j'aime bien avoir cette voiture dans mon garage, j'aime beaucoup la conduire. Et une grande différence aussi par rapport à la phase 1, la phase 1, quand on la prenait, elle était un petit peu fatigante pour le passager, un petit peu brutale, un petit peu raide, même avec les Öhlins. Et là, la phase 2, avec ses suspensions, elle est extrêmement agréable pour le passager. Donc je dirais que c'était une auto à voir, une auto à garder. Aucun regret, même si le prix était délirant. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur cette Yaris GR au coin du feu. Donc je suis en train de rôtir façon barbecue. Et puis vous allez voir qu'il y a encore d'autres vidéos qui vont sortir assez intéressantes sous peu. C'est bientôt les fêtes, la vidéo sortira après. Néanmoins, j'espère que vous démarrez bien l'année 2025 et à très bientôt.